Je suis tombée sur une image assez folle en préparant notre discussion. Imagine la scène. On est en 1981 dans l'est de Montréal, à l'intérieur d'une vieille caserne de pompiers. Il y a un concert, mais la salle est tellement bondée, mais vraiment pleine à craquer, que les gens sont assis directement dans les escaliers. Tu sens une énergie incroyable, un véritable engouement. C'était la naissance de la toute première maison de la culture, Maisonneuve. Ah oui, cette image dit tout. Ce n'est pas un grand événement mondain dans une salle prestigieuse du centre-ville. C'est un événement de quartier, pour les gens du quartier. Et ils ont répondu présent tout de suite. C'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Exactement. On plonge dans le réseau des maisons de la culture de Montréal et on va voir que c'est bien plus qu'une simple série de salles de spectacle. C'est un projet de société qui a plus de 40 ans, un modèle vraiment unique en Amérique du Nord. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est le concept qui sous-tend tout ça et qui va guider notre discussion. C'est l'idée de citoyenneté culturelle. La citoyenneté culturelle. Oui. L'idée, c'est pas juste de consommer passivement de la culture, c'est de la vivre, de la faire, de participer activement à la vie artistique de son quartier. C'est un changement de paradigme complet. Absolument. Pour explorer ça, on a un dossier très complet qui retrace l'histoire, la structure, même les perspectives d'avenir du réseau. Notre mission, c'est de décortiquer ce modèle pour comprendre comment il a transformé la relation entre les citoyens et les arts. Alors pour commencer, cette idée de maison de la culture, ça sort pas de nulle part, j'imagine. D'où est-ce que ça vient à l'origine ? À l'origine, l'idée nous vient de France. Ça remonte aux années 50, 60. On pense tout de suite à André Malraux, qui était ministre de la Culture à l'époque. Sa grande vision, c'était de rendre les grandes œuvres de l'humanité accessibles à tous, de décentraliser l'art, le sortir des grands musées parisiens, tu vois. Donc une vision un peu top-down, si on veut. On prend la haute culture et on l'amène au peuple. Précisément. Et c'est là que la version québécoise devient vraiment intéressante, parce qu'on a complètement changé le système d'exploitation de l'idée. On est passé de cette philosophie de démocratisation, donc amener l'art au peuple, à une philosophie de démocratie culturelle. La nuance est énorme. D'accord. Et qu'est-ce que ça change concrètement, la démocratie culturelle ? Ça change tout. L'accent n'est plus seulement sur la diffusion d'œuvres, mais sur l'animation socio-culturelle, sur la participation des citoyens. Le but, c'est plus juste de s'assurer que les gens voient du Molière, c'est de faire de la culture un outil de développement social, un moteur de vie communautaire, ancré dans la réalité de chaque quartier. La culture n'est plus quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. C'est exactement ça. Et le symbole parfait de ce modèle très grassroots à la québécoise, c'est justement cette première maison, Maisonneuve, en 81. Le détail qui m'a frappé, c'est que le bâtiment lui-même, c'était une caserne de pompiers de 1907. On n'a pas construit un temple de la culture flambant neuve, on a pris un lieu qui avait déjà une histoire dans le quartier. Exactement. C'est une stratégie qui va devenir une marque de commerce du réseau, ça. La réappropriation du patrimoine. On donne une nouvelle vie, une nouvelle âme à des bâtiments qui font déjà partie de l'identité locale. Et le succès a été tellement instantané que l'expansion a été fulgurante dans les années 80. Quand on regarde les dates, c'est fou à quel point ça a été rapide. Ah oui, la chronologie est parlante. Après Maisonneuve en 81, On a Mariougué dans le sud-ouest en 82, Côte-des-Neiges en 83, puis le plateau Mont-Royal et Notre-Dame-de-Grâce qui arrivent en 84. waouh! Ça montre bien que ce n'était pas un plan rigide et centralisé, mais plutôt une réponse agile à un besoin criant qui existait dans des quartiers au profil très très différent. Et c'est là que les sources deviennent vraiment surprenantes. J'ai toujours eu en tête ce chiffre de 12 maisons de la culture. C'est presque un mythe. Mais en lisant le dossier, je me suis rendu compte que c'est juste la partie visible de l'iceberg. C'est un point absolument crucial. Les 12 maisons officielles, ce sont les piliers, les grands navires amiraux du réseau. Mais le réseau opérationnel, celui qui est géré par l'organisme Accès Culture, il compte en réalité plus de 60 lieux de diffusion. Attends, 60. Plus de 60, répartis dans les 19 arrondissements de la ville. C'est énorme. Ça veut dire que je pourrais avoir un lieu Accès Culture au coin de ma rue sans même savoir qu'il fait partie de ce grand réseau ? C'est exactement ça. Et c'est là que la typologie des lieux devient fascinante. Il y a bien sûr les maisons de la culture, mais on trouve aussi des centres culturels, comme le centre Sanac dans Ville-Marie. On trouve des lieux patrimoniaux, comme l'église de la Visitation, qui est parfaite pour des concerts de musique ancienne, avec son acoustique. Donc, on n'est pas juste dans des boîtes noires, des salles de spectacle traditionnelles ? Pas du tout. La culture sort littéralement de ses murs.
L'arrondissement du Sud-Ouest, par exemple, il utilise aussi l'église Saint-Charles ou même le théâtre Paradoxe, qui est une ancienne église transformée. Et ça, c'est sans compter toute la diffusion hors les murs. Les spectacles dans les parcs l'été. Exact. Sur les places publiques. La culture vient à la rencontre des gens, là où ils sont. Et cette diversité se reflète aussi dans l'expérience du spectateur, j'imagine. Ce n'est pas du tout la même ambiance partout. Non, vraiment pas. On a tout le spectre. D'un côté, on a une salle comme celle de la Maison de la Culture Mercier avec 400 places. C'est une des plus grandes, parfaite pour des spectacles d'envergure. Et de l'autre, on a la Maison du Plateau Mont-Royal avec à peine 114 places. Ah oui, c'est intime. Très intime. Là, on est presque dans un laboratoire pour la création contemporaine. Et j'ai vu que certains lieux ont même des spécialisations. La maison Janine Suto, par exemple, est citée comme pionnière en accessibilité universelle, avec un système spécial Ear Entente Québec. Chaque lieu développe sa propre personnalité, en fait. Absolument. Et dans cette histoire des lieux, il y a un chapitre particulièrement dramatique qui est survenu en mai 2023. L'incendie de la chapelle historique du Bon Pasteur. Ouf. Ce n'était pas juste un vieux bâtiment, c'était un ancien monastère du 19e siècle, reconnu par tous les musiciens comme un véritable joyau acoustique. Sa perte a été un choc terrible. Mais c'est là que l'histoire devient fascinante. On a parlé des murs, du patrimoine, mais cet événement a prouvé que la mission était plus forte que la brique et le mortier. L'institution n'est pas morte avec le bâtiment. Non, et c'est une leçon de résilience incroyable. La programmation a continué, hors les murs. Ils ont trouvé refuge dans d'autres lieux, notamment au Centre canadien d'architecture, et pour bien marquer le coup, pour réaffirmer sa mission première, l'organisation a même changé de nom pour devenir la Chapelle musicale du Bon Pasteur. C'est un message très fort, ça. Ça dit fin des murs peuvent brûler, mais la musique, la mission culturelle, elle continue. On a parlé des lieux, de la résilience, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces murs au quotidien? Quelle est la philosophie qui anime tout ça? La philosophie est très structurée, en fait. Le réseau a formalisé sa mission autour d'un modèle qu'ils appellent l'approche MIDI. C'est un acronyme simple mais puissant qui résume leurs 4 grands piliers. D'accord, allons-y. Le M. Le M, c'est pour médiation. Il s'agit de créer des ponts, des connexions entre l'artiste, son œuvre et le public. On ne fait pas que présenter un spectacle, on l'accompagne. On donne des clés de lecture. Exactement. Et ce n'est pas anecdotique. Les sources parlent de 2500 activités de médiation par an. 2500. Donc ce n'est pas juste la petite rencontre avec l'artiste après le show? Non, c'est une mission à part entière. Ensuite, le premier I, c'est pour implication dans la communauté. Le réseau ne fonctionne pas en vase clos. Il collabore avec des milliers de partenaires locaux. Des écoles, des organismes communautaires. Des CPE, des CHSLD. Le but, c'est que l'offre culturelle soit pertinente, qu'elle soit connectée aux réalités des gens du quartier. Ok, donc M pour médiation, I pour implication. Ensuite vient le D, diffusion, je parie. C'est ça. Le D pour diffusion. C'est le socle, l'activité la plus visible. On parle de près de 3000 événements par an. Spectacles, expos, projections. C'est le cœur du réacteur. Et enfin, le deuxième I, c'est pour incubation. Incubation, c'est-à-dire? C'est le soutien direct à la création. Le réseau n'est pas juste un consommateur de spectacles, il est aussi un producteur. Chaque année, il accueille environ 200 artistes en résidence. Il leur offre des espaces, des ressources, du temps pour développer leurs œuvres. Ah d'accord. Plusieurs spectacles qu'on voit sur les grandes scènes ont d'abord germé dans une maison de la culture. Donc si je résume, le réseau n'est pas juste un diffuseur passif. C'est à la fois une pépinière pour les artistes, incubation, une salle de classe pour le public, médiation, un centre communautaire, implication, et bien sûr une scène diffusion. C'est ça la clé du modèle? Les 4 sont inséparables. Tu as parfaitement résumé. C'est un écosystème complet. Et quand on regarde la programmation qui découle de ça, ce qui frappe, c'est à quel point c'est éclectique. On est loin d'une vision snob de la culture. J'ai vu un exemple dans les sources qui m'a fait sourire. À la Maison de la Culture Maisonneuve, on a pu voir des spectacles de lutte professionnelle. Oui, de la lutte. Et c'est génial, parce que ça démontre une ouverture d'esprit, une compréhension profonde de la culture populaire. Ça vient dire que toutes les formes d'expression ont leur place. Franchement, quand j'ai lu ça, de la lutte, c'est un pied de nez monumental à l'image guindée que la culture peut parfois avoir. Et à l'autre bout du spectre, on trouve le festival Petit Bonheur qui est dédié aux tout petits de 0 à 6 ans. Et entre ces deux extrêmes, il y a de tout.
De la danse contemporaine exigeante, du théâtre de création, des ciné-clubs de quartier comme la Caserne 45, des expos d'art visuel. La promesse, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges et tous les niveaux de connaissances. Et pour que ça marche, il faut un autre ingrédient essentiel. Il faut que ce soit accessible. Pas juste intellectuellement, mais financièrement. C'est l'autre pilier fondamental, le cœur du contrat social du réseau. La grande majorité de la programmation est entièrement gratuite. Gratuite? Oui. Pour les quelques événements où il faut gérer les places, on fonctionne avec un système de laissez-passer. En général, ils sont disponibles 2 semaines à l'avance. On peut aller les chercher sur place, gratuitement, ou les réserver en ligne, où il y a parfois des frais de service minimes autour de 2 $. Ce qui est dérisoire. Et pour naviguer dans tout ça, il y a un outil qui est mentionné partout, la carte Accès Montréal. C'est un peu le passeport pour la culture montréalaise. Oui, c'est un outil très efficace. Elle coûte 10 $ pour la première carte, et pour l'obtenir, il suffit d'être résident ou propriétaire à Montréal. Et les avantages sont vraiment significatifs. Ça donne des rabais dans des institutions majeures comme l'OSM, le Musée des Beaux-Arts, Espace pour la Vie. C'est un petit investissement qui peut être rentabilisé dès la première sortie. Exactement. On voit bien comment toutes les pièces du puzzle s'emboîtent pour lever les barrières, qu'elles soient financières, géographiques ou symboliques. En parlant de l'avenir, justement, le réseau ne semble pas se reposer sur ses lauriers. La ville vient de dévoiler sa nouvelle politique de développement culturel 2025-2030. Le titre est assez évocateur, hein. Créer, transformer, unir. Ça donne une bonne idée de la direction. Effectivement. Et cette politique met l'accent sur 2 grands axes qui vont directement impacter les maisons de la culture. Le premier, c'est l'éco-responsabilité. Ah oui. Ce n'est plus une option, c'est devenu une priorité absolue. Concrètement, ça veut dire quoi, l'éco-responsabilité pour une salle de spectacle? Ça se traduit par l'accréditation Scène éco-responsable, par exemple. Ça implique une meilleure gestion des déchets, des efforts sur l'efficacité énergétique des bâtiments, la promotion du transport durable. Ça veut dire qu'on encourage les gens à venir à vélo, que les programmes papier sont remplacés par des codes QR, que les éclairages sont optimisés. Des gestes qui, mis bout à bout, font une vraie différence. C'est ça. Et certaines maisons sont très avancées là-dessus. Celles du Plateau et d'Ahunsik sont déjà certifiées niveau or. Et la maison Janine Suto a même atteint le niveau platine, ce qui est exceptionnel apparemment. Platine, c'est le plus haut niveau. Ça reconnaît un engagement qui va même au-delà de l'écologie pour inclure des pratiques sociales responsables. Le deuxième grand axe de la politique, c'est le rayonnement des cultures autochtones. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie sur le terrain? L'engagement est clair. Il s'agit de pérenniser les collaborations avec les artistes et les communautés autochtones et surtout d'assurer une meilleure visibilité de leur culture sur tout le territoire. L'idée, c'est que ces cultures ne soient pas cantonnées à des événements spécialisés, mais qu'elles infusent la programmation régulière de toutes les maisons. Et il y a un autre aspect de cette politique, peut-être moins visible pour le public, mais crucial pour les artistes, ça concerne les taxes. Oui, l'abolition de la taxe foncière pour les OBNL culturels. C'est une mesure qui peut paraître technique, mais son impact est direct. L'argent qui partait en taxes peut maintenant être réinvesti dans la mission artistique, payer les artistes, produire de nouvelles œuvres, prendre plus de risques. C'est un cercle vertueux finalement. Absolument. Ça vient nourrir tout l'écosystème. Alors si on essaye de faire une synthèse, on est parti d'une caserne de pompiers bondée en 1981 et on arrive à un réseau de plus de 60 lieux animé par ce modèle à 4 piliers qui s'adapte aux enjeux écologiques et sociaux d'aujourd'hui. C'est clair que c'est bien plus qu'un simple diffuseur. C'est un véritable projet de société. Si on prend un peu de recul, l'impact global est immense. En offrant des espaces de rencontres gratuits et de qualité, le réseau renforce la cohésion sociale. Il brise cette barrière symbolique qui fait que certaines personnes ne se sentent pas à leur place dans un lieu culturel. Et sur le plan de la gouvernance, ce modèle collaboratif entre la ville, les arrondissements et les organismes est un cas d'école. C'est rare de voir une structure aussi grande être aussi agile et pertinente localement. C'est une réussite indéniable, oui. On a vu que le réseau a su transformer des casernes de pompiers, des monastères, en lieux d'art vivant, en lieux de rencontre. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question pour la route. Je t'écoute. Si on appliquait cette même philosophie de réinvention créative, cette même audace à d'autres types d'espaces publics dans nos quartiers, des terrains vagues, des stationnements sous-utilisés, quelle nouvelle forme de vie communautaire, de partage et de rencontre pourrait bien émerger?